Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Donc aujourd'hui je voulais parler des fossiles vivants. Je ne sais plus comment ils les avaient appelés. Je crois que dans on parlait d'espèces reliques. Donc, en somme, c'est des espèces animales qui auraient existé dans des temps anciens et encore maintenant. On compte parmi elles, par exemple, le sélacanthe, on compte aussi le dipneust, on compte les blattes, on compte la limule dont j'ai précédemment parlé, que l'on appelle plus communément crabe fer à cheval, le requin lutin, qui a une mâchoire qui se déboîte pour attraper ses proies, pour prolonger finalement sa bouche, sa gueule, sa mâchoire. Et il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres. Mais on peut aussi parler du vampire des abysses. Comme vous vous en doutez, on ne les trouve pas forcément dans les en surface. Le nautile, par exemple, ou la limule, ou le requin lutin, se trouve dans les océans. Le sélacanthe et aussi un, j'ai pas envie de dire un poisson, sinon je vais me faire appeler Arthur, mais plutôt un animal des profondeurs. Voilà, on peut penser que au fond, plus on va au fond, plus les animaux sont anciens. Mais attention, ne faisons pas de contresens. C'est pas parce qu'ils sont anciens qu'on appelle ça des fossiles vivants qui n'ont pas évolué. Ils ont évolué, certes, mais en gardant bon nombre de structures qui leur est propre. Et on pourra dire par exemple que les blattes ou les sélacantes ou les crinoïdes, les dipneustes évoluent à une vitesse très lente. D'ailleurs, la grenouille violette, le nautile, ça, il y en a combien? Le requin lutin, les trigonies, qui sont des mollusques bivalves répandus dans toutes les mers qui n'existent en fait plus que sur certaines côtes, j'imagine. Voilà. Mais dans les abysses, on croise tout un tas d'espèces qui paraissent tellement monstrueuses, entre guillemets, tellement anciennes, entre guillemets encore. Puisque quand on y réfléchit, quand il y a eu des crises dans le sens où des volcans qui font des éruptions, quand il y a des grands raz-de-marée, quand il y a
des séismes de forte magnitude quand il y a des astéroïdes qui tombent sur la planète, qui font décoller un tas de poussière et qui, au contraire, et pas au contraire, qui font retomber des tas de débris sous forme de pluies acides ou même de pierres ponces ou que sais-je encore. Eh bien, l'eau marine, l'eau de mer, est là pour neutraliser le pH acide des pluies acides, diminue les impacts des pierres ponces qui retombent forcément, et j'en passe. Donc finalement, plus on est profond, plus dans les océans, plus on est à l'abri. Et par contre, si on est en surface, bon, et non me ne pas très spirit spiritus siempre. Oui, je ne suis pas très drôle, mais ça c'est pas nouveau. Donc là, ce que vous pouvez dire, c'est que en fait l'eau de mer aura un rôle de neutralisateur d'impact négatif des crises dues au séisme et autres catastrophes biologiques. Donc en somme, euh, les fonds marins sont protégés, en partie du moins, des multiples catastrophes qui se passent en surface. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.